d'accéder à des postes de responsabilité. Elles considèrent que ça ne doit pas leur être interdit. Il y a aussi leur part de liberté, est-ce qu'elles ont envie de s'y engager ou pas. Mais je pense que ce mouvement est positif pour tout le monde. Ça ne retire rien aux hommes. Ça fait un peu plus de partage entre les sexes et j'espère un peu plus d'harmonie. En tous les cas, moi, je salue cette évolution, mais qui n'est pas naturelle. Hein. C'est là où voilà, sur les 46% qui pensent que ça peut être une marche... non, on voit bien, il y a besoin d'abord des pionnières, des combattantes, des combattants, puisqu'il y a aussi des hommes, heureusement, qui accompagnent ce mouvement. Et puis il y a des étapes, il y a des grandes marches qu'on arrive à franchir, mais ça ne se fait pas naturellement. Il faut un peu forcer le destin quand même. Oh oui, c'est terrible ce mot naturel, comme si, Alain Soral. Je pense que c'est les deux à la fois, mais c'est aussi le contraire dans la mesure où la société de consommation avait besoin que les femmes aient un pouvoir d'achat autonome pour dynamiser la consommation. Donc il fallait qu'elles deviennent salariées. Donc la société dans laquelle on est a poussé les femmes à aller vers la sphère économico-sociale, c'est-à-dire le travail salarié, pour dynamiser la société de consommation. Donc à la fois il y a eu de l'héroïsme féministe individuel et en même temps il y a une vague structurale qui veut que les femmes quittent le foyer et rentrent dans le monde du salariat pour devenir à la fois productrices et consommatrices. Et vous pensez qu'elles ne sont pas responsables, donc on les a forcées? C'est la logique, c'est une logique économique globale, c'est l'histoire du libéralisme avec ses mutations. Ça s'appelle, dans la société de consommation, il faut que les femmes consomment, donc elles aient un salaire. Voilà. Sinon, il y a la moitié des gens qui ne consomment pas. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, la société change et je trouve que c'est normal que les femmes prennent le pouvoir, vu qu'il y a quelque temps, ils n'en avaient pratiquement pas du tout. Elles ne peuvent qu'en prendre davantage et je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Cependant, il y a ce qui est affiché, hein, les grandes paroles, les encouragements, et il y a aussi quand même sous-jacente une résistance encore profonde. Oui. Justement, c'est intéressant de voir que dans un laps de temps très court, on a eu cette nomination de Christine Lagarde au ministère des Finances et le dérapage de Devedjian sur... le mot malheureux qu'il a eu sur Madame Comparelli. L'insulte sexiste. L'insulte sexiste. Pas un mot malheureux. Tout à fait. Oui, on va y revenir, hein, mais effectivement, d'ailleurs, si on se pose la question aujourd'hui, c'est que c'est pas aussi légitime que ça, peut-être. On va regarder un deuxième sondage, mars 2007. Je dis bien mars 2007, c'est important, c'est donc avant les élections. Quand on pose la question aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes, vous paraît-elle plutôt bien ou plutôt mal respectée dans les médias et dans les familles? On est au-dessus des 50%, donc a priori, ce serait plutôt bien respecté dans ces deux milieux. En revanche, dans le monde de l'entreprise, celui de la politique, on tombe à 25 et 27%. Alors, en matière d'égalité... Je suis étonnée qu'un quart des Français considèrent qu'il y a une égalité et dans le monde politique et dans les entreprises. Alors, je me demande vraiment où ils prennent leurs informations. Dans le monde des entreprises, on sait bien que dans les entreprises privées, les hommes gagnent 15% de plus que les femmes à diplômes égaux et compétences égales. Donc, où est l'égalité? On voit bien quand il y a une promotion, on connaît bien maintenant le plafond de verre, on connaît moins bien le plancher collant, qui est une donnée très importante. Les femmes sont 80% des bas salaires, des travailleurs pauvres. Alors, qui a vu de l'égalité dans le monde de l'entreprise? Et quant à la politique, il n'y a qu'à voir les immenses progrès que la France, qui s'est ridiculisée dans le monde entier en votant une loi sur la parité que les hommes politiques n'avaient pas l'intention d'appliquer, et maintenant passer à la Chambre des députés de 12 à 18%. Mais quel progrès, 18%? On est seulement les 18e de l'Europe. Vraiment, c'est quelle assemblée et où est l'égalité dans la politique? Depuis les dernières élections, parce que là c'est un sondage de mars 2007, vous pensez qu'on a franchi un cap? Non. De 12% à 18%. De 12 à 18% si on appelle pour l'Assemblée nationale, ce qui est quand même pas franchement... Là, il y en a pour 350 ans à peu près. Le problème n'est peut-être pas de savoir s'il faut vraiment qu'il y ait égalité. Parce qu'on parle ici d'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y en a pas, et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Par contre, j'espère qu'effectivement, il y aura un jour égalité en droit, et je crois qu'on n'en est pas si loin que ça, quand même, de l'égalité en droit. L'égalité en droit, donc, on l'a. Oui, l'égalité, maintenant, presque toutes les... Le travail législatif est accompli. À partir du moment où on a l'égalité en droit, faut-il qu'il y ait égalité? C'est de faire appliquer les lois, tout à fait de faire respecter les lois. Alors, tout à fait d'accord que l'on fasse respecter les lois, mais à ce moment-là, il me
semble que c'est pas l'affaire du féminisme, c'est l'affaire tout simplement de la démocratie. C'est-à-dire s'il y a des gens, hommes ou femmes, qui ne respectent pas la loi, il faut sanctionner effectivement ceux qui ne respectent pas la loi. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est une affaire qui concerne la démocratie. Si on se bat pour qu'il y ait égalité ou parité, notamment dans le monde politique, c'est pas parce qu'il y aurait une revendication des femmes qui considéreraient qu'elles doivent remplacer les hommes parce qu'elles sont femmes, différentes et donc meilleures. Non, c'est qu'il y a un problème de justice. Il y a une inégalité absolument inacceptable pour la démocratie de considérer qu'il y aurait des citadelles interdites et la citadelle, par exemple, de l'Assemblée nationale. Et c'est une affaire où les féministes sont pionnières et c'est normal puisque c'est quand même un combat que l'on porte parce qu'on a aussi des raisons de le porter en tant que femme, mais bien sûr que c'est un combat qui doit rejoindre l'ensemble de la société. Moi je suis d'accord, ça doit être l'affaire de tous. L'avocat du diable une fois de plus, en remarquant quand même que avant on parlait d'égalité sociale. On voit qu'aujourd'hui le rapport capital-travail est beaucoup plus favorable en pourcentage au capital qu'au travail, et ça n'a fait que dériver depuis 20 ans. Et parler d'égalité sexuelle, c'est cesser de parler d'égalité sociale, parce que mettre une femme ministre des Finances, ça cache quelque chose. C'est quel type de gestion elle fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait une gestion de gauche ou de droite, justement, par rapport à ces critères assez sérieux politiques qui étaient favoriser le travail ou favoriser le capital. Et ça fait des années qu'on nous vend l'égalité sexuelle, parce qu'en fait, on est dans une période d'inégalité sociale accrue. Et est-ce que l'égalitarisme sexuel n'est pas le cache pour cacher la profonde inégalité sociale, et plus on renonce au combat de l'égalité sociale, plus on met en avant le problème de l'égalité sexuelle. Or moi, je m'en fous de savoir si une femme est ministre des Finances. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'elle fait comme boulot, quoi. Parce que qu'est-ce que veut dire la féminisation de la gestion, la féminisation du politique? Et on essaie de nous le faire croire de manière un peu subliminale que plus féminin, ça veut dire plus généreux, même plus à gauche. On voit bien que cette fois-ci, on avait. Non, c'est pas nous question de vous faire croire au niveau ça. de l'idéologie dominante, la candidate de gauche cette fois-ci était une femme, et en fait le petit plus de gauche. Elle avait le même projet économique pratiquement et même le même projet sur le plan sécuritaire. Et le petit plus de gauche de Madame Ségolène Royal, c'était d'être une femme. C'est tout. Et donc c'était plus à gauche puisque féminin. Vous voulez répondre ? Voilà. C'est pas nous qui allons... Inégalité sociale, inégalité sexuelle. Et nous, on n'est pas dans l'idée que les femmes sont meilleures. Certainement pas. Elles ont le droit d'être des mauvaises, d'être des méchantes. Quand on parle d'égalité homme-femme, on parle un peu moins d'égalité sociale. Et qu'il y a une stratégie libérale évidente derrière, quoi. Nous parlons de chiffres. Là, nous sommes par exemple dans... qui n'ont rien à voir avec bien sûr. Nous sommes dans, par exemple, la parité des salaires. Ça, voilà un objectif ambitieux que le président nous promet de réaliser en 2 ans, alors que la première loi a été votée en 1972 et qu'on n'arrive pas à obtenir l'égalité des salaires. Voilà une chose concrète que toutes les personnes qui nous regardent peuvent comprendre en voyant leur fiche de paye, en voyant qu'on est embauché au même poste avec le même diplôme et que 5 ans après, les hommes gagnent plus que les femmes et qu'en moyenne, toutes catégories confondues, les hommes gagnent 25% de plus que les femmes. C'est quand même la prime aux couilles, c'est vraiment exagéré. Chez les salariés, parce que chez les professions libérales, ça n'a aucun sens. Chez les salariés et pas chez les fonctionnaires non plus. Un médecin généraliste homme ou femme touche la même chose. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je vois pas au nom de quoi on opposerait un combat pour l'égalité entre les sexes et un combat pour l'égalité sociale. Mais non, pas du tout. Nous, on parle des deux. Et je peux vous dire que même quand les femmes de gauche, notamment, effectivement, sont élues dans les assemblées, notamment dans les assemblées municipales, on a révélé des sujets qui n'étaient pas portés par un certain nombre d'hommes politiques, sociétaux et sociaux. Quand on dit et qu'on a réussi, par exemple, à faire une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes dans une ville comme Paris, parce qu'aujourd'hui, dans le conseil municipal de Paris, il y a égalité femmes-hommes. Nous sommes un exécutif paritaire et le maire de Paris m'a confié la responsabilité d'être sa première adjointe. On a pu rendre visibles des sujets qui permettent justement de traiter une inégalité sociale qui vient compléter et accentuer une inégalité liée au sexe. Donc tout ça ne s'oppose pas. Le régime socialiste continue à expulser les classes populaires de Paris inévitablement par la hausse de l'immobilier. C'est un peu facile, oui, sûrement. On voit bien que 30 000 logements sociaux construits à Paris, vous me direz qu'il y en a fait autant. On va aller voir dans la rue, on a interrogé des personnes, on leur a posé la question justement, la femme est-elle l'égale de l'homme? Les réponses. Historiquement, le pays ou la société a toujours été plutôt gouvernée par des hommes. Et donc ils ont modelé leur organisation en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Ça dépend de quel domaine, hein.
Ça dépend dans quel domaine. J'en parlais l'autre fois avec une collègue à moi, on n'a pas les mêmes salaires. Elles le sont en droit, mais je pense qu'elles ne le sont pas encore forcément dans les faits, compte tenu du fait que la plupart des hommes possèdent encore beaucoup de pouvoir dans la société et qui ne sont pas envie forcément de laisser leur place. Je ne fais pas de différence entre l'homme et la femme. Elles sont plutôt supérieures. Je pense qu'au niveau du travail, les femmes ne sont pas encore peut-être au même niveau de salaire que les hommes toujours. Ah si, absolument. Écoutez, c'est la moindre des choses. Ce qui aurait dû être le cas depuis des millénaires. Les femmes sont les égales des hommes, oui. Voilà, donc des réponses très partagées, avec quand même des différences de salaire à nouveau qui sont évoquées. D'ailleurs, vous le dites bien, hein, Muriel, 21%, je crois. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de pouvoir, puisqu'on est là autour d'une question, les femmes prennent-elles le pouvoir? Est-ce que déjà le fait de se poser la question sur les femmes et le pouvoir montre bien qu'on est aussi dans certains préjugés, quoi? C'est pas quelque chose de légitime d'avoir le pouvoir. En tant qu'historienne, je vous dirais qu'on la pose depuis 5 siècles, 10 siècles. Apparemment, c'est le problème des hommes qui ont tant de pouvoir de nous interpeller sur le prétendu vol que nous voudrions faire du pouvoir. Mais c'est pas de ce pouvoir-là que nous, en tout cas, je parle pour moi, disons, nous ne voulons pas de ce pouvoir-là tel qu'il se présente. Nous voulons changer la recette du gâteau et ensuite, évidemment, le partager à égalité. Ce n'est que justice. Mais c'est très important aussi d'entendre la voix des femmes. Comme le disait très justement Madame Hidalgo, des problèmes nouveaux apparaissent. La violence conjugale, la violence dans une ville comme Paris, qui tout d'un coup apparaît comme un débat, voilà une chose importante. On pourrait aussi parler de la contraception, de l'avortement, de l'éducation à la sexualité, qui auparavant étaient tenues pour des questions mineures, qui sont des questions fondamentales de société. Voilà ce qu'apporte un pouvoir où plus de femmes sont représentées. C'est le plus incontestable en fait de l'arrivée des femmes en politique, justement, cette prise en compte des questions de société et de questions qu'on jugeait autrefois, qu'on qualifiait de questions de bonnes femmes, entre guillemets. Hein, tout ce qui est lié en fait à la contraception, tout ce qui est lié vraiment... Effectivement, quoi, je suis assez d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pouvoir typiquement féminin ? Non, enfin, moi, là-dessus, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a un combat des femmes pour l'égalité qui est un combat de justice et de démocratie. Les femmes ont forcément une expérience de vie différente de celle des hommes. Quand une femme arrive dans un milieu où elle va devoir exercer un pouvoir, elle sait qu'elle n'est pas regardée comme on regarderait un homme, le gros barbu de 90 kg, 1m80, et que donc forcément il y a quelque chose qu'elle va devoir prouver et souvent c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter dans les stratégies pour exprimer notre compétence et notre pouvoir. Et c'est par exemple, pour ça qu'on dit, les femmes vont chercher souvent beaucoup plus l'adhésion, essayer de faire converger vers un projet plutôt que de passer en force. Mais ça n'a rien à voir avec notre patrimoine génétique. C'est simplement, non, ça a à voir, Et on a toujours remarqué que le pouvoir féminin était plutôt un pouvoir indirect, on va dire, souvent d'utiliser l'homme dans un rapport triangulaire, parce que n'ayant pas la force physique directe, elle ne peut pas triompher dans un rapport frontal. Donc elle a développé dans l'histoire plus de psychologie et ce qu'on appelle une plus grande capacité, je dirais, d'intrigue et de pouvoir triangulaire. Donc on veut dire de ce point de vue-là que les femmes sont peut-être même plus douées que les hommes pour la politique. D'ailleurs, il y a toujours eu des grandes femmes politiques dans l'histoire, déjà chez les pharaons, Catherine de Russie, donc il y a toujours eu des femmes de pouvoir en réalité, hein. C'est ça qui est assez ambigu. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? C'est-à-dire que, bizarrement, à la veille de la Révolution française, le pouvoir est très féminisé et très féminin, et la Révolution française, qui est une vraie reprise en main du politique comme volonté de changement radical, est une période très masculine et très anti-féminine. Et donc tous ces sujets-là sont très ambigus et très réversible. Parce qu'on peut imaginer que quelque part, quand le pouvoir est de moins en moins dans la politique, et que la politique devient un métier d'animateur, ça se féminise. Mais en réalité, il y a une théorie qui dit que tout secteur qui se féminise est un secteur en déclin. Voilà. Oui, enfin, tout ça me paraît bien définitif, bourré de certitude. Moi, de mon point de vue, très modestement, de l'expérience de quelqu'un qui, avant de faire de la politique, a fait autre chose, mais qui s'intéresse à la politique et qui a pu voir les femmes, comment elles émergeaient, comment elles arrivaient à résister dans cet univers-là qui ne leur était pas ouvert, hein, où tout était fait pour qu'elles soient effectivement les assistantes, les faire valoir et pas du tout les femmes qui décident, qui prennent en main
les dossiers. Bon, dans cet univers-là, je crois qu'effectivement, les femmes arrivent avec des compétences différentes parce qu'elles ont une expérience de vie et un rapport au pouvoir qui les oblige à être différentes. Ensuite, moi, je ne considère pas que les femmes sont meilleures que les hommes. Hein, je vois des hommes qui sont... On a voulu faire, par exemple, de la question de la proximité une valeur féminine. Non, moi, je connais des hommes politiques qui sont réellement dans un rapport d'empathie, de proximité avec la population plus que certaines femmes. Hein, donc, les valeurs féminines maintenant qui dominent. Mais je ne sais pas ce que c'est, les valeurs féminines et les valeurs masculines. Regardez les valeurs qui sont maintenant en place. Ce sont les valeurs qui sont totalement opposées à celles de la société patriarcale d'avant. Avant, les valeurs celles qui étaient mises en valeur, c'était la force, c'était la distance, c'était la rigueur. Maintenant, vous avez totalement le contraire. C'est la sensibilité, la proximité, c'est la spontanéité. Oui, mais il y a plein d'hommes qui sont dans ces valeurs-là. Mais je suis tout à fait d'accord. Quand je parle d'idéologie féministe, c'est une idéologie qui est partagée par les hommes et par les femmes et qui devient dominante maintenant, alors qu'avant, c'était une idéologie machiste qui était en place. Mais quel dommage pour les hommes d'appeler la douceur et l'écoute des valeurs féminines. Quel dommage. Mais je ne dis pas que c'est totalement négatif, ça peut être très bien, mais il ne faut pas dire non plus que ces valeurs féminines sont tout le temps positives. À certains moments, il faut être dans la sensibilité, à certains moments, il faut être dans la fermeté, à certains moments, il faut être dans la proximité, à d'autres moments, il faut savoir garder la distance. Ce ne sont pas des valeurs féminines, d'ailleurs vous en faites preuve vous-même, ce sont des valeurs humaines. Non, mais ce sont des valeurs humaines, mais pendant des siècles, elles ont été mises en valeur par les hommes. Donc on les a classées comme masculines. Et maintenant, toutes les valeurs qui sont mises en avant maintenant, ce sont les valeurs opposées aux valeurs dites masculines. C'est de la métaphysique de séparer le corps de la pensée. Attendez, ça fera un être complet. À condition qu'il y ait les deux, tout à fait. Si dans la même personne qui se trouve être femme ou homme, à la fois on valorise la fermeté, l'expression juste, et à la fois la douceur et l'écoute. Voilà un être humain complet. Tout à fait d'accord, mais vous remarquerez que ne serait-ce que dans la campagne électorale, ce qui est privilégié, c'est la proximité, c'est l'amour. Les candidats nous disent qu'ils nous aiment. Est-ce qu'on demande à un candidat de nous aimer? On lui demande de gouverner, on lui demande pas de nous aimer. On lui demande pas d'être proche de nous, on lui demande au contraire de savoir prendre de la distance pour pouvoir prendre les bonnes mesures. Pour parler politique, Alain Soral et Muriel pour parler politique, plus on féminise la politique, plus on voit qu'on privilégie le sociétal sur le social, c'est-à-dire la proximité, par exemple notamment la violence faite sur les femmes, qui est une question sociétale, qui souvent peut être liée à des inégalités sociales accrues, au chômage, à un certain désespoir social. On peut le traiter de manière un peu économique et sérieuse, ou de le traiter de façon un peu intime. Et souvent la façon de le traiter de manière féminine, c'est ne pas remonter aux causes, parce que là ça engage politiquement de façon beaucoup plus sérieuse. Et c'est ça moi qui m'inquiète. Je dis que souvent la féminisation du politique correspond à la dépolitisation du politique, et on voit bien qu'il y a une différence entre sociétal et social. Et on voit bien que la campagne électorale a été très sociétale, on a très peu parlé de choses sérieuses comme la politique étrangère, comme les rapports de production, et finalement il y en a un qui a gagné sur l'autre sur des petites nuances. Et on n'a pas parlé avant on parlait de choses beaucoup plus sérieuses en politique. Et la féminisation... C'est un discours ambiant qu'on entend énormément. C'est vrai. Moi, j'aurais une critique à émettre quand même par rapport à ce que dit Alain Soral. C'est quand même très restrictif de réduire le pouvoir à cette notion de phallus et de conquête. Le rapport de production, beaucoup. Ce qui m'étonne, c'est que vous parlez peu d'économie. Écoutez, lisez un peu ou écoutez ce que nous disons, nous les femmes politiques. Moi, ça m'arrive de parler beaucoup d'économie. Vous savez, avant d'être responsable politique, j'étais inspectrice du travail. Donc, c'était pas des questions sociétales, c'était des questions bien dures, bien dans ce qu'on pourrait appeler le hard des relations de travail et du monde de la production. Donc, c'est un peu caricatural ce que vous dites. C'est vrai que l'arrivée des femmes a permis de faire arriver des sujets qui n'étaient pas considérés comme politiques, qui relevaient soi-disant de la sphère privée, et ils sont devenus des sujets. Mais pour autant, non, pas du tout. Mais pour autant, en même temps, je termine là-dessus, mais ces questions sont des questions qui ne sont pas sociétales. La question des places en crèche n'est pas qu'une question des femmes, c'est la question de comment on aide les femmes et les hommes à travailler tout en pouvant avoir des enfants, et comment on organise un service public. Tout ça est très économique, tout ça est très social, et c'est aussi très sociétal. Mais peut-être il y a une façon de faire qui est différente, c'est-à-dire que les femmes exerceraient leur pouvoir. On l'a vu, par exemple, vous le dites à un moment donné dans une interview, je crois que c'est de Agnès Touraine, qui
qui dit que c'est la mort du pouvoir de droit divin, des autorités du chef devant lequel tout le monde devait se taire. Elle constate un changement de nature, notamment au niveau des hiérarchies dans l'entreprise. C'est en plus totalement faux. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et donc ce changement de hiérarchie, est-ce qu'il est lié justement à cette féminisation du monde de l'entreprise? Pour terminer, juste sur ce qui vient d'être dit, les femmes en fait qui sont donc dans des ministère de la santé, justement on s'occupe de tout ce qui appelle en fait leur vertu maternelle. Ça c'est quelque chose qu'elles subissent plus qu'elles ne le choisissent. Les femmes politiques longtemps justement été cantonnées dans ces rôles-là et il faudrait pas confondre les conséquences. Ça vient de la maternité et du maternage. Ça vient quand même d'une différence corporelle. Oui, mais le nombre de femmes politiques ne demandent pas mieux que de s'occuper de choses plus sérieuses entre guillemets. Est-ce que c'est si vrai? Oui, parce que quand on parle de parité statistique, pour qu'il y ait 50% de femmes députées, je suis même pas sûr qu'il y ait l'offre. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Si, je vous assure. Je vous assure que ça se non, c'est pas vrai. C'est faux. Il y avait 577 candidates dans mon parti face à 577 candidats de droite. Et il y en avait plein d'autres avec plein de qualités qui pourraient occuper ces responsabilités. Et puis la parité, c'est très dégueulasse parce que vous en parlez jamais dans l'autre sens. Dans l'éducation nationale ou dans la justice, la parité, ça c'est de remettre des hommes. Je vous donne un exemple. C'est des domaines totalement dominés par les femmes. L'éducation nationale, pour prendre cet exemple-là, était tenue par des hommes au départ. Si on prend l'histoire. Je vous donne un exemple. On devrait engager des hommes normalement prioritairement dans la parité. On ne le fait pas. Le pouvoir, il est ailleurs. Juste un exemple. Dans le domaine de la petite enfance où à Paris nous avons 95% de femmes, nous sommes en train de faire la mixité des emplois, c'est-à-dire de faire rentrer des hommes. C'est très bien. Non, c'est pas de l'idéologie. Mais toute l'idéologie, ça ne me gêne pas, mais enfin. Comme si c'est les hommes qui devaient s'occuper des petits-enfants. Vous voulez dire que c'était pas dans le milieu de l'éducation. Et pourquoi pas le sein aussi, leur donner le sein. Et puis pourquoi pas la parité des grossesses. Les assistantes maternelles en crèche ne donnent pas le sein, je vous rassure. Il y a les biberons, le lait maternel. Il me semble que le pouvoir... On ne peut pas le voir de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Les hommes et les femmes ne conçoivent pas le pouvoir de la même façon. Je reciterai ce que disait Edith Cresson, ce que disait aussi Françoise Giroud, que le pouvoir attire beaucoup plus les hommes que les femmes. Les femmes sont beaucoup moins attirées par le pouvoir pur que les hommes, parce que le pouvoir donne un pouvoir de séduction aux hommes, et Françoise Giroud disait que ça enlève aux femmes. Et donc il y a une motivation qui est beaucoup moins grande pour les femmes pour la conquête du pouvoir pur. Elles cherchent à avoir le pouvoir pour autre chose, c'est-à-dire pour faire quelque chose. Il y a une autre... je ne sais pas si c'est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est que les hommes se servent du pouvoir. Non, les hommes, oui, se servent du pouvoir et les femmes servent le pouvoir. Oui, ça, c'est encore d'actualité ou pas? Non, mais ça peut être d'actualité, mais justement, ça explique un petit peu cette différence aussi au niveau de la parité. Et je crois que c'est une illusion de chercher la parité au niveau politique. Qu'on aille chercher plus d'équilibre, tant mieux, parce qu'il en faut de l'équilibre. Mais qu'on cherche à tout prix la parité, c'est une illusion. Et je trouve qu'on sort de la démocratie quand on veut aller vers cette égalité, qui n'est pas l'égalité démocratique. L'égalité démocratique, c'est l'égalité en droit, c'est pas l'égalité pour pouvoir. L'égalitarisme, quand vous êtes dans un pays qui est quand même une grande puissance mondiale et au Parlement, vous n'avez que 18% de femmes, tout ça après une loi sur la parité que nous avons votée avec des débats, avec une candidate pour la première fois à la présidentielle qui était en situation de l'emporter, ça pose quand même un problème de nature démocratique. Ça dépend de la définition de la démocratie. Pour moi, la démocratie, elle suppose de l'équilibre. Et pourquoi pas aussi une parité? Des partis politiques préfèrent payer des amendes. Bien sûr, et je l'ai dénoncé. On va juste écouter Alain Soral qui me disait... Je voulais plus d'hommes que de femmes. Parce que dans d'autres métiers, il y a plus de femmes que d'hommes. Je voulais faire une remarque féministe, voilà, c'est pour ça que je suis parfois un peu féministe, sur la légende que les femmes seraient plus douces dans leur exercice du pouvoir. Alors là, je suis totalement féministe. La tyrannie féminine est totalement... Enfin là, les femmes sont capables d'être tyrans exactement comme les hommes, et l'histoire le démontre absolument. Margaret Thatcher, et souvent même Catherine de Russie, Margaret Thatcher, quand les femmes ont le pouvoir, elles ont une capacité de travail, d'endurance, et quelquefois... C'est pas une histoire de sexe, finalement, tout ça. Non, mais parfois, je veux dire, l'absence du phallus crée justement l'hystérie de la compensation du phallus, qui fait que la femme de pouvoir est souvent incroyablement plus autoritaire et dure que l'homme de pouvoir. Et les gens qui vivent en entreprise le constatent souvent. C'est-à-dire qu'une femme patron, ça peut être très dur. Voilà. Et là-dessus, je suis totalement féministe. C'est-à-dire que la tyrannie féminine existe, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que vous avez avec votre phallus, mais alors... Vous n'en avez pas et j'en ai un. Je crois que vous faites une erreur, monsieur. Il me semble que vous parlez de ce que vous avez entre les jambes. Ça s'appelle une verge. Le phallus, c'est le symbole du pouvoir. C'est un symbole. C'est un symbole. Je regrette. Vous pouvez bien vérifier. J'ai écrit un livre sur
la sexualité. C'est une organicité qui génère des tas de choses. Ça n'a rien à voir rapport au avec monde différent. Monsieur, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons entre les jambes. Quantité de testostérone. Si je boxe avec vous, je vais vous battre. Je n'ai pas l'intention de boxer. Nous sommes des êtres civilisés, nous échangeons. Non, mais justement, avec je suis moins civilisé que vous à cause de ça. Et quand j'ai la parole, j'ai le phallus. C'est ça que ça veut dire, le phallus. Ben si. Acceptez-le. Je vais reprendre la parole. Moi, pour cette émission, notre équipe a interrogé des personnes dans la rue. On leur a posé la question: l'avenir appartient-il aux femmes? Les réponses. Est-ce que l'avenir appartient aux femmes? Je dirais que de toute façon, de tout temps, les femmes ont eu leur place, même si c'était caché. L'avenir appartient à l'équilibre et à la mixité pour moi. Non, mais il faut essayer que l'avenir leur apporte. Elle nous appartient par la force des choses. Sans nous, vous n'êtes rien, c'est bien évident. Mais sans vous, on n'est pas grand-chose non plus. C'est compliqué comme question quand même. Je crois que nous appartient à tous, mais pas forcément plus à nous qu'à vous. Voilà. Je pense que dans beaucoup de pays, les femmes tiennent l'avenir déjà entre leurs mains et que si elles n'étaient plus là, les hommes seraient vraiment mal. Voilà, l'avenir appartient-il aux femmes? Les réponses. On a besoin les uns des autres. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette séparation? Avant d'être des hommes ou des femmes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains blancs en bonne santé, par exemple. Il y a beaucoup d'autres critères que nous pourrions prendre pour être ici aujourd'hui. Vous nous avez choisis parce que nous sommes des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais avant tout, nous parlons la même langue, nous essayons de nous comprendre et nous essayons de faire avancer le débat. Si le débat porte sur le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir? Est-ce que c'est pas d'abord le pouvoir de décider de sa propre vie et donc de dire « je ». Comment peut-on dire « je » Comment apprendre qui on est et ce qu'on veut? C'est toute une éducation qui consiste... Il n'y a pas le jeu au départ, il y a le couple. Parce que si les hommes et les femmes sont séparés de façon métaphysique dès le départ, il n'y a pas d'humanité. Pour que l'humanité existe, il faut que l'homme et la femme procréent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se rencontrer à un moment donné. Et en fait, au départ, il y a le couple, il y a le nous. Le jeu est encore une espèce d'abstraction qui remonte à Descartes, l'ego transcendantal. Il n'y a pas de jeu au départ, il y a nous. Effectivement, il y a l'humanité. L'humanité qui est une totalité où le féminin et le masculin sont évidemment complémentaires, déjà sur le plan strictement biologico-organique. C'est-à-dire que si on nous sépare, nous mourrons. C'est-à-dire que le jour où les hommes et les femmes, parce qu'on a un vrai danger aujourd'hui, c'est la difficulté de la rencontre des hommes et des femmes à cause notamment d'une idéologie féministe qui a été assez dure, assez castratrice. Les femmes se plaignent qu'il n'y a plus d'hommes. Et si les hommes et les femmes ne se rencontrent plus, comme on ne sait pas encore faire les enfants totalement en dehors de cette rencontre, même s'il y a des féministes dures qui l'exigent, on peut imaginer même que de la disparition de l'humanité par le fait que les hommes et les femmes refusent à un moment donné totalement de coucher ensemble et n'y arrivent plus à cause d'un appareillage symbolique de mort, enfin je veux dire antifonctionnel, qui fait qu'ils ne peuvent plus se rencontrer. Et moi je constate chez les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes plus jeunes que moi, une peur de la femme réelle, une fatigue de la drague parce que c'est trop dur, des problèmes d'érection, et tout ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une période où les femmes font peur aux hommes. Hein. On revient à la question de pouvoir. En fait, dans la question de pouvoir, on parle ici, on a parlé beaucoup de pouvoir économique et politique. On ne parle pas du pouvoir dans la société, et on ne parle pas surtout de la toute-puissance. Il faudrait faire les distinctions entre les deux. Il me semble que si les femmes ont gagné en pouvoir, c'est évident parce qu'on n'en avait pas après. Il est aussi évident qu'il n'est pas encore partagé de façon équitable, tout à fait d'accord, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a énormément changé, c'est que les hommes ont perdu le pouvoir de contrôle sur la féminité, et que ce perte de pouvoir de contrôle sur la féminité fait qu'actuellement c'est la féminité qui l'emporte. Et que, à partir du moment où cette féminité, c'est-à-dire c'est plutôt... Les femmes n'ont pas le pouvoir, mais par contre, elles sont dans la toute-puissance, et une toute-puissance qui fait peur, et qui fait peur notamment aux hommes. Et qui est normal, puisque dans une société, justement, comme vous disiez tout à l'heure, l'avenir, est-ce que c'est pour l'homme ou pour la femme? Je dirais que c'est ni pour l'un ni pour l'autre. L'avenir, il est chez l'humain, c'est-à-dire chez un homme et chez une femme qui contrôlent leur pulsion, qui contrôlent leur nature, qui la gèrent pour aller vers quelque chose d'humain. Et actuellement, on a, après avoir connu une période où c'était la masculinité qui l'emportait, maintenant on va dans le sens inverse où c'est la féminité qui l'emporte. Et il me semble que dans les deux cas... Et pas par la volonté des femmes, hein, pas par la volonté des femmes. La féminité l'emporte aujourd'hui. Non, mais par la volonté d'une idéologie féministe. Le pouvoir a la volonté de mettre des femmes à l'animation et à l'exécution de gestion pour des raisons qui sont finalement assez perverses et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bonheur des femmes. Manipulation antidémocratique. Qui est le patron de votre chaîne? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Vous faites l'animation, mais le patron, ça reste un homme. Le jour où les détenteurs du... Le jour où les grands détenteurs du capital financier mondial seront des femmes,
dans l'immense majorité, on pourra se poser la question. Pour l'instant, tout ça est de la rigolade, car le pouvoir, c'est celui qu'on prend, pas celui qu'on vous donne. Or, je prétends, moi, que beaucoup de pouvoir a été donné aux femmes récemment, notamment à l'exécution de gestion et à l'animation, parce que ça arrange globalement le monde libéral. Laurence Parisot, MEDEF, elle n'a pas le pouvoir? C'est pas elle qui a le pouvoir. Elle représente un groupe de gens que vous n'avez jamais vus, qui sont les vrais patrons du MEDEF, qui sont des hommes de 75 ans dont vous n'avez jamais entendu parler, que moi je connais. Voilà. Oui, c'est une animatrice, c'est une attachée de presse. Il y a sans doute des éléments qui peuvent nous aider à réfléchir à partir de ce qui est dit, mais c'est quand même une vision assez mécanique du monde qui nous est. Mais non, enfin bon, faites le contrepoids si vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est quand même une évolution qui me paraît aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On sort effectivement d'une autorité, d'un rôle de l'homme, du père, qui avait tous les pouvoirs, y compris dans la famille, vers quelque chose qui s'équilibre, qui est plus harmonieux. Et effectivement, l'avenir de l'humanité, ce sont les hommes et les femmes qui l'ont en main. Du pouvoir de la mère, par exemple, le pouvoir de la Attendez, mère, on va y revenir. Ce n'est pas un sexe sur un autre qui doit prendre le dessus. Moi, je ne suis pas du tout dans cette idée selon laquelle, alors défendue peut-être par des féministes outre-Atlantique, mais en France, elles n'ont pas montré exactement les mêmes évolutions, les féministes, qui laisseraient à penser que les femmes sont différentes et supérieures aux hommes, et c'est au nom de ça qu'il faudrait conduire les luttes féministes. Non, nous, les féministes françaises, nous sommes dans une autre logique, qui est celle de la recherche de l'égalité, non pas de la suprématie du pouvoir féminin sur le masculin. Moi, je suis toujours très méfiante et je ne me laisse jamais aller, même si ça serait la facilité en tant que femme politique, d'entrer dans ce discours très facile et très populaire, mais qui frise aussi le populisme, des vertus, des valeurs féminines, des vertus de la mère. Je suis aussi une mère de famille de 3 enfants, mais je mets ça de côté dans mon engagement politique. Bien sûr que le fait d'être mère, comme vous sans doute d'être père, ça vous apporte une expérience qui vous est utile, y compris dans vos engagements professionnels, mais ce n'est pas ça qui fonde mon engagement politique. C'est pas le fait d'être une femme mère de 3 enfants. Ce qui fonde mon engagement politique, c'est que j'ai une conception de la société sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, qui fait que j'ai envie de m'investir pour faire changer les choses. Et c'est vrai que il faut se méfier. Les femmes ont à faire attention de ne pas rentrer dans ce discours très facile et alors médiatiquement qui plaît, parce qu'alors là on peut faire absolument toutes les émissions qu'on veut en venant dire oui maintenant c'est les femmes, etc. Non, moi ça je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui. Est-ce qu'on peut remarquer cette égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas, c'est-à-dire que notamment dans la famille, elle n'existe pas. Dans la famille, c'est de plus en plus la maman qui domine. Ce sont les mamans qui s'occupent des enfants. Les pères ont complètement disparu. Et je dirais qu'à partir du moment où les pères ont disparu, je dirais qu'il n'y a pas de mère non plus. C'est-à-dire la fonction de père et de mère ne sont plus respectées parce que justement, on cherche beaucoup trop l'égalité, c'est-à-dire l'identité entre les hommes et les femmes. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'éducation dans la famille, et je dirais même d'ailleurs à l'école, c'est-à-dire parce que justement on va aller vers une égalité qui est totalement utopique. Qu'est-ce qu'on confond égalité de droit et égalité de genre? Là c'est une question de pouvoir qui est beaucoup plus importante. Pendant un petit bout de temps, je voudrais qu'on regarde un sujet avec des images de femmes au pouvoir ces dernières années, et c'est la voix de Jean-Christophe Bacri. De Michelle Bachelet, élue en 2006 à la présidence du Chili, en passant par Angela Merkel, désignée première chancelière en Allemagne, les femmes ont fait un grand pas dans l'accession au pouvoir ces dernières années. Mais sommes-nous prêts à l'accepter en France? Si Ségolène Royal a échoué au 2e tour des présidentielles, c'est tout de même la première fois qu'une femme atteint un tel statut politique dans notre pays. Le courage de regarder un certain nombre de problèmes, même si ça bouscule les formules traditionnelles. Effectivement, les femmes sont de plus en plus présentes dans le gouvernement, affectées à des postes importants et paraissent plus influentes. Une chose est sûre, si les Margaret Thatcher et autres Simone Veil ont montré la voie, les femmes d'aujourd'hui en politique ne veulent souffrir d'aucune distinction. Je ne suis pas une faible victime, je ne suis pas une faible femme, je suis, comme disent les Antillais, une femme debout. Voilà donc un panoramique de cette montée en puissance de certaines femmes au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'heure des femmes a sonné aux 4 coins du monde?
Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? On constate globalement dans le monde qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes importants. On peut dater la première femme qui a été élue au suffrage universel, c'est en Islande en 1980, Vigdis Finnbogadóttir. En 1980, c'est pas très loin. Il y avait eu avant Golda Meir, présidente du Conseil israélien en 69. Mais vous voyez, c'est rien. En Inde, et au Pakistan. Oui, c'était des filles de leur pays fondamentalistes musulmans. Attendez, ces personnes-là, c'était traditionnellement dans l'histoire des veuves, des filles, des orphelines qui héritaient. Oui, les femmes élues, les femmes sortant de rien, ça fait 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce que c'est à l'échelon de l'humanité? Des femmes qui arrivent de manière démocratique au pouvoir. Moi, je voudrais aussi parler du pouvoir à l'intérieur, parce qu'on parle de ce pouvoir de la politique, des choses qui brillent. On n'a pas encore dit qu'à l'intérieur des foyers, tout le travail qui est à faire est assuré à 80% par les femmes. Les tâches ménagères, les soins aux enfants et aux personnes dépendantes. Qui s'occupe des vieux parents? Qui s'occupe des enfants malades? Qui s'occupe des tâches humbles? Il faut parler de nettoyer les toilettes, il faut parler de faire le linge. Qui s'occupe de ça? Aujourd'hui, quand même, les femmes sont de plus en plus à vouloir partager les tâches ménagères. ménagères. Les femmes voudraient partager. Les hommes en font 1 minute de plus par an. À ce train-là, on en a pour 3000 ans. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre. Mais là, je il y a trouve aussi que cette une réalité de parité classe aussi. domestique... Oui, il y a beaucoup, chez beaucoup de femmes du pouvoir, c'est pas elles qui font le ménage, c'est leurs femmes de ménage. Je parle de nous, monsieur. Je parle de nous ici, qui partageons le travail de manière inégale. Quand je vis seul à Paris dans mon petit 35 mètres carrés, je fais le ménage moi-même parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Je lave par terre aussi moi-même. Donc il y a des femmes qui font jamais le ménage parce que c'est des femmes de la bourgeoisie, et puis des hommes qui font leur ménage parce que c'est des hommes pauvres du prolétariat. Toujours le problème de motivation. Donc il y a les classes sociales aussi. Les hommes n'ont pas les mêmes motivations. Alors ils sont pas motivés, mais personne n'a envie de nettoyer par terre. Est-ce que avec vous là-dessus? Personne n'a envie de nettoyer les chiottes. Aujourd'hui, dans les entreprises, qui nettoient les chiottes? Des hommes tamouls, pas des femmes. Et je suis bien sûr dans les entreprises de nettoyage, il y a des hommes du tiers-monde. Systématiquement, il y a une racialisation des rapports de classe. On voit beaucoup d'hommes de couleur noire faire le sale boulot. Et les sales boulots, dans le couple, c'est les femmes qui les font. Et ce n'est pas normal. Le sale boulot devrait être partagé comme le boulot noble de la politique. C'est que dans les choses sérieuses, souvent, c'est pas les problèmes politiques sérieux sont rarement sexuels. Quand on a des revendications sociales, c'est jamais des hommes et des femmes qui s'opposent, c'est des catégories socio-professionnelles. Vous faites défiler le personnel hospitalier, par exemple, c'est soit les chirurgiens, hommes-femmes confondus, parce que c'est une catégorie, ou les brancardiers et les infirmières, parce que c'est le même niveau social. En réalité, on n'a jamais vu des hommes et des femmes s'opposer politiquement sérieusement dans la rue. C'est toujours des catégories sociales qui sont comment dirais-je, sexuellement indifférenciées. Et moi je crois que dans le sérieux politique, souvent, même beaucoup plus même si les choses se croisent, aides-soignantes, infirmières, les brancardiers. Écoutez, si vous prenez justement la question des sexes se croise avec la question bien sûr. sociale. Mais aujourd'hui le sexe cache la question sociale. L'essentiel des pauvres, ce sont des femmes. Ceux qui sont le plus en précarité, ce sont des femmes. Les plus bas salaires, ce sont les femmes. Dans la rue, ce sont 90% des hommes. Non, il y a de plus en plus de femmes parmi les miséreux dans la rue, ce sont des hommes. Vous dites des choses qui sont des vérités révélées. Je ne sais pas d'où elles sortent. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'il y a un croisement des inégalités de sexe et des inégalités sociales. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'être effectivement dans la vie professionnelle que pour un homme à niveau égal. Ça dépend de son origine sociale, madame. Écoutez, si elle est née dans la bonne bourgeoisie. On l'écoute et vous le fait d'être une femme est un élément souvent aggravateur d'inégalité. Voilà. Et si vous prenez toutes les statistiques de classe, de catégories sociales, vous verrez que au bas de toutes les échelles, de toutes les catégories, ce sont les femmes qu'on retrouve. Voilà. Donc il y a bien un combat qui se croise. Le combat féministe est un combat qui n'est pas uniquement des femmes pour accéder au pouvoir, mais qui est aussi un combat des femmes qui veulent accéder au pouvoir pour faire plus d'égalité et faire évoluer la situation des autres femmes et par définition celle des hommes. Parce que toutes les conquêtes des femmes ont des évolutions positives pour les hommes. La première vague des femmes qui ont accédé au pouvoir politique, c'était pratiquement tout le temps, et c'était caché, des femmes et des filles de dirigeants politiques. Alors, je crois qu'on a une question dans le public. Première question. Oui, bonjour. Je voudrais avoir l'explication pourquoi il y a plus d'hommes SDF. Et aussi, j'ai toujours, parce qu'on parle l'égalité, tout ça, j'ai remarqué que tous les éboueurs sont des hommes. Bien sûr. Donc, moi, j'aimerais bien avoir l'explication aussi. Je vais vous dire pourquoi, madame, déjà, parce que je me suis intéressé au sujet. C'est qu'une femme isolée, une jeune fille isolée, souvent se fait faire un enfant, et parce qu'elle a un enfant, elle a l'aide à la femme isolée, une allocation logement, alors que l'homme du prolétariat
dont toute la structure économique et sociale a été détruite par les mutations libérales des années 80, lui se retrouve directement contraint à la mendicité. Ce qui veut dire que quelque part, la condition de mère pour une femme pauvre dans la société française est un avantage si on veut en user ou en abuser, parce que quand vous êtes mère célibataire, pauvre, vous pouvez gagner jusqu'à 6 000 francs par mois, je compte en francs. Pour un homme, ce n'est pas possible. Donc il y a aussi des endroits où il peut être avantageux d'être une femme. Je suis désolée. Là-dessus, en charge que les hommes. Non, les faits On va écouter Anne Hidalgo qui va vous répondre. Sur ce phénomène, il y a autant de femmes pauvres que d'hommes pauvres. La rue est un espace très dangereux, ce qui fait qu'effectivement les femmes, avant d'aller dans la rue, se retrouver dans la rue, vont essayer plein d'autres solutions, y compris d'accepter de façon résignée une violence qui peut exister au foyer, chez elles ou au domicile de leur famille et de leurs parents. Donc il y a un processus où les femmes retardent leur arrivée dans ce monde de la rue qui est un monde très dangereux. Mais aujourd'hui, il y a autant de femmes qui sont en situation de précarité et concernées par l'hébergement d'urgence. Pas du tout, mais je dis donc que les femmes ont parfois des avantages, notamment l'aide aux mères isolées. L'homme ne peut pas